On va parler de certains aspects du lien entre les IA génératives et la liberté d'expression cet après-midi. Je vous demande de garder vos questions. On va garder quand même pas mal de temps pour les questions. Je pense que ce serait intéressant que ce soit un peu plus interactif, qu'on fasse un genre de tunnel de presque 2 heures d'entrevue, de panel, puis avec un 10 minutes à la fin. Donc, j'aimerais qu'on garde une bonne demi-heure, un bon 40 minutes pour vos questions. Donc, n'hésitez pas à les garder pour qu'on puisse avoir une bonne discussion à la fin. C'est important aussi de voir quelles sont vos interrogations là-dessus et comment nos spécialistes peuvent y répondre. C'est une question qui est immensément vaste. J'ai tenté de faire une petite mise en contexte historico-technologique avec ces questions dont on va parler. Je vais faire remonter ça seulement. Je vais arrêter cette ligne temporelle-là à l'invention des techniques d'imprimerie typographique à caractère mobile. Hein. C'est comme ça qu'on a appelé la fameuse invention de Gutenberg. Il n'était pas tout seul là-dessus au 15e siècle. On sait que ça a complètement rebrassé les cartes de la question des droits humains, de l'exercice du pouvoir temporel ou divin, la démocratie, évidemment, le rapport avec le religieux. Ça a presque tout changé. Il y a un chercheur au CNRS, Félix Tréguer, qui disait récemment que dans un ouvrage vraiment très intéressant qui s'appelle La contre-histoire d'Internet du 15e siècle à nos jours, qui est un peu à la manière des robber barons, hein, qui sont nos entrepreneurs de la Silicon Valley tels qu'on les connaît aujourd'hui, qui ne viennent pas du tout du monde des médias ou qui ne viennent pas du monde, peu du monde de l'université. Gutenberg était un ingénieur. Hein. C'est quelqu'un qui ne venait pas du monde du livre, mais pas du tout. C'était quelqu'un qui travaillait dans le polissage des miroirs et qui s'est inspiré de techniques de métallurgie en Allemagne dans son temps. Eh bien, il a révolutionné, en ne connaissant à peu près rien au livre, le livre. C'est un peu ce à quoi on assiste aussi aujourd'hui. Vous savez, lorsqu'il va mourir en 1468, Gutenberg, on compte une dizaine d'imprimeurs qui ont produit 120 publications. Imaginez, là, son invention commençait à être commercialisée vers 1440. À la fin du 15e siècle, on dénombre des imprimeurs dans plus de 200 villes qui auraient coulé, selon les estimations, entre 30 et 40 000 livres. Puis moins d'un siècle plus tard, on connaît l'histoire de Martin Luther, hein, qui en avait contre notamment l'instrumentalisation du paradis terrestre à des fins pécuniaires. Eh bien, ses seuls ouvrages à Martin Luther, ses ouvrages à lui ont été imprimés à 300 000 exemplaires en 3 ans. On parle de quelques décennies là, pour arriver à un auteur qui finalement fait des best-sellers et on est littéralement à la fin du 15e siècle. La Révolution française, la fin de la censure, la Révolution française, les titres, c'est incroyable. Imaginez, à partir du moment où il n'y a plus de censure, en 20 mois, 500 titres de presse qui sont apparus à Paris, 200 dans le reste de la France en l'espace d'à peine 20 mois. Et si on fait un long saut temporel, on se retrouve au 20e siècle avec la fameuse phrase « Information wants to be free hein, », qui a été tiré d'une discussion entre Steve Wozniak, hein, cofondateur d'Apple, et Stuart Brand, qui est vraiment des penseurs marquants de la Silicon Valley dans les années 60. Et donc, ils se sont dit ça dans une conférence de hackers en 1984. Tout le discours qu'on a actuellement sur la liberté d'expression en ligne peut être résumé dans cette phrase. De manière concurrente à ça, on se rend compte qu'on pensait au début d'Internet que l'Internet allait nous faciliter la vie, allait rendre la circulation du savoir très fluide, allait finalement rendre notre société meilleure. Et ça ne date pas d'hier. Au 19e siècle, on avait un sociologue qui pensait que le télégraphe allait faire la même chose. Charles Cooley, quand le télégraphe est arrivé, il a dit « Ah ben mon Dieu, le télégraphe va rendre la société meilleure, il va y avoir du progrès moral parce qu'il y aura du progrès technique. » Et donc, on se rend compte 30 ans après la généralisation du Web que même Tim Berners-Lee, l'inventeur du Web, trouve que c'est à toute fin pratique un ratage, son invention. Il n'est pas content de voir où est rendue son invention. On n'a qu'à voir l'infiltration actuelle, notamment
d'États autoritaires dans à peu près tous les processus démocratiques des pays du monde pour se rendre compte que ce grand rêve de la technique qui demande le progrès moral, il ne s'est pas avéré. Et donc, on retrouve actuellement plein de chercheurs qui sont très critiques justement de voir comment les pouvoirs démocratiques ont été détournés par des gens qui utilisent des mécaniques en ligne pour faire dire et faire croire à peu près n'importe quoi à n'importe qui. Le dernier en date, Adrienne Manasseri, qui est une chercheure qui vient de publier un livre qui s'appelle Gaming Democracy, où elle nous dit que finalement, on a des mouvements extrêmement néfastes qui sont nés de cette technique-là. On n'a qu'à penser à QAnon, par exemple, ou bien les négationnistes de la COVID. Et donc, on se retrouve une dizaine d'années après le Gamergate, où on a vu donc des femmes qui œuvraient dans le monde du jeu vidéo se faire littéralement laminer par des trolls masculinistes d'extrême droite, que ces mouvements-là sont encore vraiment très, très présents. Il reste juste une page. Je vais vous laisser la parole pour l'heure et demie qui vient. Et donc, on se rend compte aujourd'hui qu'avec les IA génératives, on peut à tout le moins se poser la question à savoir que plutôt que d'éventuellement permettre un décloisonnement de la liberté d'expression en ligne, les IA génératives, est-ce qu'elles ne feraient que cimenter davantage la place prépondérante des grands acteurs dans le domaine de ce qu'on a appelé le fameux capitalisme de données dans un milieu qui, on va le redire, est toujours extrêmement déréglementé, hein, d'ailleurs, et ça, c'est un peu disons, un des grands legs du GAFAM d'avoir concouru à cette déréglementation-là qui est finalement le lit sur lequel se déploie cette liberté d'expression actuellement. Et donc, ces IA génératives-là, elles apportent quelque chose de nouveau, ne serait-ce qu'en termes de volume discours qu'on peut créer, qu'on peut colporter, qu'on peut littéralement créer pour des auditoires très précis. Et donc, on se rend compte que ces IA génératives-là, elles ne sont pas sans conséquences pour la vie démocratique, mais aussi elles utilisent beaucoup de travail pratiquement d'esclavagisme dans les pays du Sud global. C'est une chose qu'on connaît très, très peu ici. On peut rajouter l'empreinte carbone également de ces grands modèles de langage qui est absolument hors de contrôle et qui n'est absolument pas, qui concourt finalement à la crise climatique que l'on connaît actuellement. Ils n'aident pas ces grands modèles-là à les résorber. Alors donc, comment les grands acteurs traditionnels, les médias, politiques, universitaires doivent envisager donc la généralisation de ces outils-là qui permettent de faire des belles choses, on va le dire, mais qui, à certains égards, sont tellement peu réglementés et on peut se poser la question à savoir, est-ce qu'on ne va pas se retrouver à peu près avec les mêmes résultats qu'on a connus 30 ans après l'apparition du Web, c'est-à-dire que certaines personnes utilisent ces techniques-là de manière responsable, mais il y a tellement peu de réglementation qu'on peut se poser la question de savoir si ce sera des effets bénéfiques à long terme. Alors donc, à quoi pourrait ressembler une éthique de la discussion dans un environnement où il est désormais plus difficile de déterminer quelle est la nature des interlocuteurs en ligne, quelle est la nature de leur discours également, la simple question du respect des faits dans ce domaine-là, elle se pose plus que jamais. Quel est le régime juridique qui entoure actuellement le déploiement de ces telles entités? On a un spécialiste ici, on va essayer d'y voir plus clair. Qu'en est-il de la collaboration internationale aussi, ou de son absence dans l'appariement des différentes volontés étatiques destinées à encadrer ou pas ces nouvelles technologies? En résumé, comment ces IA génératives vont influencer la manière dont nous exerçons nos droits démocratiques? Ce sont des questions auxquelles on va tenter de répondre cet après-midi